Bonsoir et bienvenue sur Radio SH. Oui, vous êtes en direct. Il est 20h32. On va parler d'actu, météo, climat et bien plus encore. Et tout de suite, on va retrouver effectivement notre ami Pierre tout à l'heure pour effectivement la météo et la météo des plages, même que le temps en ce moment s'y prête pas guère, on va dire, avec des températures en chute libre en ce moment. Bonsoir à toi, Pierre. Bonsoir à toi, Fred. Et oui, tout à fait, nous reviendrons sur le temps qui devient automnal après les canicules qu'on a connues tout à l'heure. Merci, on reparlera également de la neige qui pourrait faire son apparition d'ailleurs sur les reliefs. Eh ben oui, d'ici demain et après-demain. Mais on regardera ça tout à l'heure. À tout à l'heure, Pierre. À tout à l'heure. Allez, on continue avec l'actu climatique. Ce soir, on va reparler de deux actus, principalement donc Sichuan avec effectivement les inondations et surtout les glissements de terrain qui ont lieu, suivi justement au même endroit pratiquement d'un 6,6, un tremblement de terre énorme qui aurait fait déjà plus de 25 morts. Aux dernières nouvelles, on pourrait parler même de plus d'une centaine de blessés. Alors, ces crues torrentielles ont donc ces crues torrentielles ont donc touché les régions de Sichuan par des glissements de terrain provoqués donc par ces fortes pluies qui ont tué au moins 25 personnes. Aujourd'hui dans la province montagneuse de Sichuan en Chine, donc hier. Les conditions météorologiques ont été extrêmes et ont été ont déclenché une série de glissements de terrain et d'inondations dans le pays, faisant donc de nombreux morts et des dizaines de milliers de déplacés. Le glissement de terrain a touché le village du comté de Puge vers 6 heures du matin hier et 4 personnes sont en outre été blessées et une reste actuellement toujours disparue. À 18h hier, la crue avait affecté 577 personnes, 157 familles et détruit plus de 171 maisons. Cette route et pont ont également été endommagés par ces glissements de terrain. Plus de 1000 personnes ont été mobilisées pour chercher les disparus et du matériel de secours dont des tentes, des couvertures et des vêtements ont été envoyés donc aux habitants sinistrés. Le glissement de terrain survient régulièrement dans cette zone rurale et montagneuse de Chine, en particulier durant les fortes pluies. Un énorme glissement de terrain, on rappelle, en juin avait tué 10 personnes et enseveli une dizaine de maisons également dans le village donc de Sichuan dans le sud-ouest. Et ils n'ont pas de chance actuellement ce village et surtout Sichuan puisqu'il y a eu donc hier également hier soir un séisme de magnitude 6,6 et oui, qui a frappé donc la province chinoise encore du Sichuan dans le sud-ouest du pays, indiqué l'Institut géologique américain. Le séisme a lieu donc à 21h20 heure locale dans une zone du plateau tibétain où un séisme de magnitude 8 avait fait 87 000 morts et disparu en 2008. L'épicentre du sinistre a été localisé à un secteur isolé et montagneux peu peuplé à 200 km environ au nord-ouest de la ville de Guangdiang, à une profondeur de 32 km. Oui, ça a été un peu révisé puisqu'on a eu très peur en voyant 8 km, mais en fait, le séisme a été révisé à 32 km de profondeur. Environ 25 personnes ont été tuées, 247 blessés, dont 40 sérieusement. Les gouvernements craignent, eux, une centaine de morts et des milliers de déplacés. Environ 130 000 maisons ont été endommagées par ce séisme. Les services de secours sont actuellement à pied d'œuvre au niveau national. Mercredi, 4 hélicoptères, 90 véhicules et des centaines de militaires, ainsi que du personnel médical et plus de 1200 sauveteurs sont donc actuellement en route pour les zones touchées. L'hôpital de Jiangchanggu a pris en charge plus de 156 blessés. Le secteur frappé par le séisme comprend notamment le parc national de Yangjiakou et une région reculée du plateau tibétain où figure sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO d'ailleurs. Ce secteur très fréquenté par les touristes est renommé pour sa beauté et ses lacs. Le quotidien du peuple a rapporté que plus de 100 personnes
s'était donc retrouvé piégé dans le parc national et ont posté sur Twitter une vidéo montrant des rescapés allumant un feu de camp dans la nuit. Plus de 38 000 personnes visitaient le parc national de Yangtze mardi selon l'agence de Chine Nouvelle. L'administration locale a précisé que la préfecture rurale de Ningaiwa, où cela s'est produit accueille donc de nombreux éleveurs pratiquant le nomadisme. Le parc naturel de Yangtze, destination touristique prisée, est situé dans le même secteur. La Chine est régulièrement frappée donc par des séismes, en particulier dans les régions montagneuses de l'ouest et du sud-ouest. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir pour l'actualité climatique court terme. L'actualité anglaise et surtout long terme nous parle que les températures australiennes plongent maintenant. Et pourquoi? Parce qu'en fait on a découvert que les températures en Australie des sondes étaient calibrées pour ne plus prendre la température à partir d'une certaine température quand elle descend. Oui, c'était une limite d'enregistrement des données météo. Et ben oui, on a pu voir qu'en dessous de moins 10, par exemple moins 10,4, la température apparaissait pendant une fraction de seconde, puis disparaissait totalement des écrans de température et donc des relevés météo. Ce gros bug, on va dire, qui datait depuis la nuit des temps, vient d'être enfin corrigé et maintenant les températures pourront enfin descendre sous les moins 10 lorsque ce sera donc disponible. Ça a été le cas plusieurs jours ces derniers temps et ça fausse effectivement les données climatiques puisqu'on n'avait aucune idée effectivement qu'en fait il y avait une limite de température basse qui était prise en compte par les statistiques, comme quoi des fois si encore à 2-3 endroits on avait ces mêmes genres on va dire de bugs, et ben c'est pas étonnant qu'on voit des températures en hausse sur la planète quand on les truque pareillement. Alors c'est pas un trucage, c'était dit que en dessous de cette température, peut-être que les instruments donnaient des fausses températures, c'est pour ça qu'ils n'étaient pas pris en compte. Mais il faut quand même s'adapter avec le temps puisque les températures en Australie sont de plus en plus froides ces derniers temps, donc effectivement il faut quand même compter ces températures. Voilà donc ce soir pour la première partie. On va se retrouver dans quelques instants avec effectivement l'actualité solaire sur Radio SCJ. Et c'est tout de suite. L'actualité solaire ce soir, qu'est-ce qu'on peut dire? Nous avons toujours ce groupe solaire 2670 avec une tache solaire classée alpha seulement, on est descendu de bêta à alpha. Elle se dirige lentement mais sûrement vers le bord est du soleil, donc le bord invisible. Au total sur le soleil nous avons 11 taches solaires. Cette zone n'a pas encore diminué heureusement puisque sinon elle disparaîtrait totalement. Voilà ce qu'on pouvait dire pour les taches solaires. Il n'y a pas eu d'éruption aujourd'hui, quoi que ce soit sur le soleil, et pas d'autres taches solaires devraient revenir, en tout cas pas dans l'immédiat. Le magnétomètre de Kiruna observe le même phénomène, on va dire, de torpeur, puisqu'il ne se passe pas grand chose. Au niveau de l'activité aurorale, les graphiques nous montrent que la vitesse du vent solaire est actuellement de 406,8 km/s. La densité est, elle, de 6,71 par cm3 et la direction du champ magnétique est de type septentrional à 0,4 nanotesla. Tous ces indicateurs indiquent donc actuellement une faible activité. Pareil pour la force du champ magnétique qui est de 3,36 nanotesla, qui est très faible. Du côté du KP observé, il est entre 0 et 1 et au maximum il sera de 2 ce soir jusqu'à minuit. Les chances avec tout ça de voir une aurore boréale seront quasi nulles, 15% seulement haute latitude et en latitude moyenne à peine 1%. Les chances d'éruption sur LR seront quasi nulles pour M et X. Ce soir, la phase de lune entame la lune gibbeuse décroissante. Et oui, elle commence à décroître puisque c'était la pleine lune il y a 2 jours. Voilà. Et tout de suite, on peut vous dire que l'activité solaire ne devrait pas remonter pendant ces prochains jours.
jusqu'à l'arrivée d'anciennes tâches qui pourraient faire leur retour, mais rien n'est moins sûr. Allez, tout de suite, on passe un petit jingle et on se retrouve pour l'activité sismique et volcanique sur Radio SH. L'activité sismique, on commence effectivement par les séismes qui se sont produits aujourd'hui. Nous avons eu un séisme du côté de l'Asie, 6,3 tout de même, donc c'était hier au nord-ouest de Xinjiang en Chine, et le séisme était lui à 23h27. Nous avons également eu des répliques du côté de Ganzhou, Sichuan en Chine à 2h17 du matin et des 4,8. Il y a également eu sur la péninsule donc des îles Aleutiens et Fox Island un 4,5 à 13h49. Il y a également des séismes du côté de l'Amérique centrale, un 4,1 près des côtes de Chiapas au Mexique à 9h05 du matin. Également un autre séisme qui s'est produit du côté du sud de l'Amérique, 4,2 à 10h36. Il était donc situé sur la frontière Chili-Argentine. Et enfin un autre séisme de 4,5 qui s'est produit à 1h46 dans le centre du Chili. On traverse à nouveau le Pacifique, on se retrouve du côté des îles Tonga. À 6h57, il y a eu un séisme de 5.0. Ensuite, nous avons eu un 4,6 à 10h50 du côté des îles Vanuatu. Et c'est tout pour les séismes ce soir. Voilà, il ne s'est pas passé grand chose. À noter qu'il y a eu également un séisme au nord de la mer des Moluques. Et lui, il était de 4,7 et il s'est produit à 7h47. Voilà, c'est tout pour les séismes ce soir. On fait un petit point sur l'actualité volcanique. Que s'est-il passé? Est-ce que nous avons des nouvelles de notre piton de la fournaise? Oui, on en a. L'éruption a débuté donc le 14 juillet à 2h50 heure locale, se poursuit toujours. Le trémor volcanique malheureusement indique toujours une relative constante depuis 24 heures et se maintient à un niveau d'intensité bas et toujours en faible baisse. Sur le terrain, de faibles projections sont toujours visibles au niveau de la petite bouche qui est restée active sur le flanc nord de l'event éruptive. Le reste de l'activité se fait donc en tunnel de lave avec quelques résurgences. De faibles extensions spatiales sont d'ailleurs visibles en surface. Les émissions de gaz restent toujours importantes. Un séisme volcano-tectonique a également été enregistré sous le cratère Semito au cours de la journée de hier. Une légère inflation toujours de la zone sommitale du volcan est donc toujours observée. Et ben voilà ce qu'on pouvait dire ce soir pour le volcan du Piton de la Fournaise qui continue son petit bonhomme de chemin. Allez, on va parler d'un autre volcan ce soir. On ne va pas parler du Guatemala, mais on va parler du Sambacaya au Pérou. Actuellement, l'activité explosive durant cette période a été moyenne, de 65 explosions par jour, plus élevée que la semaine dernière. Toutefois, de telles explosions sont faibles et les tremblements de terre indiquent la remontée du matériel magmatique type hybride, et ceux indiquant des émissions de cendres très morts ont diminué. Tandis que les tremblements de terre associés, eux, au mouvement de fluide longue période, continuent actuellement de prédominer. En général, l'activité volcanique explosive est modérée. Ce type de comportement peut être maintenu au cours des prochains jours, mais pas d'augmentation en vue. Et effectivement, le Chiflouche au Kamachka actuellement, donc aviation couleur orange. Précédemment, le couleur était également orange. L'altitude de ce volcan culmine à 3283 mètres. Qu'est-ce qu'on peut dire? L'éruption explosive du volcan c'est terminé, mais un grand nuage de cendres continue toujours de dériver depuis le volcan. Un front du nuage de cendres est à environ 530 km au sud du volcan. Un autre front du nuage de cendres s'étend lui de l'ouest à l'est. Vu à 2h30 le 9 août par Imayawari 8, le bord occidental du nuage de cendres est à environ 490 km du volcan. Le bord est, lui, du nuage est à environ 600 km
L'éruption explosive et extrusive du volcan se poursuit donc. Des explosions de cendres jusqu'à 10 à 15 km d'altitude pourraient toujours se produire à tout moment. L'activité en cours pourrait affecter les avions internationaux volant à basse altitude si une explosion devait se produire. Voilà ce soir pour l'activité volcanique, quand même assez riche. On se retrouve juste après notre promo agenda et surtout nos partenaires. Bonne soirée à tous pour la suite de l'émission. Et oui, on va parler de météo avec notre ami Pierre. Pluie, vent ou soleil, c'est la météo sur Radio Ice Age. Et oui, la météo sur Radio Ice Age, ça va pas être terrible ces prochaines heures. On va le voir avec notre ami Pierre. Bonsoir à toi, Pierre. Bonsoir, Pierre. Ah, on a perdu Pierre. Ah, voilà. Donc... Non, c'est bon, je suis là, désolé. Alors, effectivement... Voilà. Effectivement, Ouais. peut-être qu'on peut faire un résumé de ce qui va se passer ce soir et demain, au niveau prévision. Oui, tout à fait. Bonsoir à tous, Fred, et bonsoir à nos auditeurs. Donc, demain, le temps va s'annoncer encore une fois un peu plus automnal qu'aujourd'hui. Le temps va se laisser la figure, j'ai envie de dire, sur bon nombre de régions. On va notamment, dès demain matin, avoir quelques pluies de l'Auvergne jusqu'au pays des Hauts-de-France. On va retrouver quelques pluies fines sur la Bretagne, mais également en Normandie, et des pluies un peu plus importantes sur le Grand Est, et aussi également sur le Jura et la Bourgogne-Franche-Comté. Ailleurs, le temps sera assez mitigé. Donc, on retrouvera quelques cumulus, par exemple, au sud, sur les côtes méditerranéennes. Le ciel sera accompagné de 2-3 cumulus pour décorer le ciel, ainsi que sur les côtes bretonnes et sur les côtes de la Normandie. Ailleurs, le temps sera catastrophique demain matin. Côté température, on pourra compter de 14 à 18 degrés pour la moitié nord et de 14 aussi pour la moitié sud jusqu'à 26 degrés pour vos amis corses demain matin. Demain après-midi, le temps va se dégrader un peu plus sérieusement. Sur les régions que je viens de citer pour le matin, on retrouvera cette fois-ci 2-3 coups de tonnerre pour, accompagnés par 2-3 gouttes de pluie. Quant à la localisation de ces orages, encore, on n'est pas encore sûr, donc ils peuvent se produire un peu n'importe où et un peu n'importe quel moment, j'ai envie de dire, pour prévoir un orage comme ça dans une situation de goutte froide, c'est extrêmement compliqué. Ailleurs, dans le Grand Est, toujours 2-3 gouttes de pluie à observer. Et toujours un ciel accompagné de 2-3 cumulus sur les côtes bretonnes et sur la Normandie. Ailleurs, sur la Méditerranée, il fera un franc et beau soleil. Pour demain après-midi, les températures seront comprises entre 17 et 20 degrés pour la moitié nord et de 15 jusqu'à 29 degrés pour la moitié sud. Voilà pour demain, Fred. Eh ben merci Pierre pour ces détails. Maintenant on va faire le point effectivement en détail des régions de la France. Et puis justement en fin de nuit les températures seront frisquées sur le nord-est, 11 à 14 degrés maximum, avec quelques gouttes ici ou là tombées cette nuit et resteront accrochées le long des frontières est. Sur le centre-est, ça sera un peu pareil, avec des températures entre 12 et 15 degrés et des faibles pluies qui pourraient encore arroser les régions le long du Jura, sur l'ouest lémanique, sur le centre-est de la France bien entendu. Et normalement la pluie commencera à diminuer en fin de matinée. Les températures là sont comprises entre 12 et 15 degrés, ça sera pas très chaud. Du côté du sud-est de la France, il fera grand beau dès le matin avec 18 à 20 degrés au petit matin. Sur le sud-ouest, on retrouvera quelques averses près de l'Atlantique, un temps très nuageux aux Pyrénées, sinon ça sera effectivement pas bien ensoleillé, on va dire. Il n'y aura que quelques timides éclaircies, il fera frais également, 14 à 18 au maximum. Sur le centre-ouest, 11 degrés avec un temps très nuageux. Et enfin sur le nord-ouest de la France, un régime, on va dire, variable à l'intérieur des terres et plus ensoleillé près des côtes, où il fera entre 11 et 12 degrés.
L'après-midi sur toute la moitié nord et le nord-est, reprise des précipitations, parfois plus continues le long des frontières est. De timides éclaircies pourraient se glisser ici ou là, il fera seulement 18 à 20, ça sera pas chaud du tout. Sur le centre-est, nous aurons 17 à 23 degrés avec également un temps variable, surtout sur la partie est du centre-est. Sur l'ouest, on aura peut-être un répit avec 17 à 23 degrés de prévu. Sur le sud-est, le beau temps s'imposera jusqu'au pied, on va dire, de l'île de Beauté avec 25 à 27 degrés. Sur le sud-ouest de la France, et ben oui, sur le sud-ouest de la France, et ben on aura quelques averses qui pourraient se produire, qui redoubleront d'intensité avec de timides éclaircies dans la masse, quelques coups de tonnerre pas exclus, 18 à 25 degrés, seulement 15 degrés sur le centre-ouest avec un temps relativement nuageux mais sec, quelques éclaircies timides et du beau temps près des côtes de la Bretagne et sur la pointe de Brest, sinon à l'intérieur ça sera toujours un temps variable avec 18 degrés en général. Et pour vendredi matin, nous aurons un temps assez nuageux dans l'ensemble de la France, excepté sur le sud-est où il fera beau et sur le centre-ouest. Partout ailleurs, ça sera très nuageux et même des averses traîneront entre le nord-est et le centre-est du pays, surtout près des frontières est. Les températures en fin de nuit afficheront une baisse sensible, seulement 12 à 17 degrés sur la moitié nord et de 11 à 19 degrés sur la moitié sud. L'après-midi, toujours un temps très nuageux sur la moitié nord, avec même des orages qui pourraient reprendre sur la partie sud du nord-est. Et sinon, on aura également quelques débordements sur le Jura suisse. Du côté du sud du pays, il fera nettement meilleur, il fera beau d'ailleurs, du côté de la Grande Bleue, mais également sur le centre-ouest et de plus en plus entre sud-ouest et vallée du Rhône, où là le ciel se dégagera progressivement. Les températures pour la moitié sud, pas chaudes non plus, 18 à 25 degrés. Et quand on regarde les températures sur la moitié sud, entre 17 et 22, c'est pas cher payé. Et pour la suite du programme, pour Paris, on aura des températures en dessous des normales de saison, en tout cas jusqu'au 14 août. Elles remonteront légèrement de saison vers le 15 août. Et de nouveau en dessous des normales de saison, pratiquement jusqu'au 22 août. Ça pourrait se prolonger encore plus loin, mais là on voit plutôt une remontée à partir du 23 août. Au niveau des précipitations, avec ceci, ça nous donnera des précipitations prévues entre le 10 et le 11 août. Ensuite, à nouveau vers le 12 août, de nouvelles précipitations sont prévues entre le 15 et le 16, puis entre le 18 et le 20 août, et ensuite ça devrait se calmer un peu. Au niveau de la Suisse et du centre-est, on aura également des températures largement en dessous des normales de saison, c'est ce qui apportera la neige au-dessus de 2000 à 2200 mètres sur les Alpes entre le 10 et le 14 août. Ensuite, elles seront de saison, ces températures, puis elles descendront à nouveau, possiblement à partir du 19 août, pour remonter cette fois-ci franchement à partir du 22. A noter que pas tous les modèles sont d'accord et que la moyenne des scénarios voit plutôt des températures relativement en dessous des normales de saison pendant toute la période, en tout cas jusqu'au 24 août, avant une légère remontée. Ces températures pourraient regagner les moyennes de saison entre le 19 et le 21, mais rien n'est moins sûr. Au niveau précipitation, ça sera en dents de scie également, comme du côté de nos amis de Paris. On aura entre le 10 et le 11 août des précipitations parfois importantes, une petite pause entre le 13 et le 14 août, le 15 août au soir reprise des précipitations qui pourrait durer jusqu'au 18, ensuite une petite pause, là on n'est pas d'accord avec les scénarios puisqu'une nouvelle vague de précipitations pourrait arriver entre le 20 et le 21, et ensuite on aurait une pause des précipitations un peu comme sur le nord-ouest de la France. Voilà donc pour les prévisions long terme prévues pour la France et la Suisse. On se retrouve juste après un jingle pour l'actualité insolite sur Radio Ice.
L'actu insolite, ce soir, on retrouve notre ami Pierre. Est-ce que tu as de l'actu insolite? Oui, mais évidemment, mais bien avant, je voulais te rectifier, hein, ce n'est pas l'actu insolite, mais plutôt la météo des plages. Eh bah oui, on a oublié la météo des plages. Eh oui, alors voilà. Toi aussi, tu as besoin de vacances, Fred. Eh oui, oui. Ah ouais, on est en plein Euh, dedans en plus. Eh oui, donc voilà, donc météo des plages, donc concernant demain matin, donc sur les côtes des mers du Nord, nous allons retrouver donc un temps maussade, hein. Donc un temps accompagné avec deux, trois gouttes de pluie qui vont aller des Hauts-de-France jusqu'à la Normandie, hein. Donc voilà, on va pas compter sur la baignade demain matin, hein, puisque le temps sera dégueulasse, j'ai envie de dire. Le temps sera un peu mieux sur la pointe bretonne avec 2-3 cumulus. La côte à Aquitaine, pareil, hein, 2-3 cumulus pour accompagner votre début de matinée. À part peut-être sur le golfe de Gascogne aussi, qui vont entendre dès demain matin 2-3 coups de tonnerre, notamment au pied du Pyrénées. Et ailleurs, sur la Méditerranée, il fera beau à peu près partout, sauf en Corse du Sud, où 2-3 gouttes également seront à pouvoir demain matin. Les températures seront comprises pour le nord entre 17 et 18 degrés, pour l'Aquitaine entre 16 et 18 degrés, et pour la Méditerranée de 22 à 29 degrés dès le matin. L'après-midi, le temps ira un peu mieux sur le nord, hein, parce qu'on retrouvera seulement deux, trois petites gouttes sur la Normandie. Ailleurs, le temps se dégagera, et laissera place à de belles éclaircies pour l'après-midi. Dans l'Aquitaine, le temps va se dégrader sur la Vendée, la Charente-Maritime, où également il y aura deux, trois gouttes de pluie à prévoir dans la et au sud de l'Aquitaine, le temps sera un retour à la normale avec deux, trois éclaircies également pour demain après-midi. Ailleurs, sur la Méditerranée, rien à rajouter, hein, puisque le temps sera au bout fixe toute la journée. Les températures demain après-midi sont plus de 17 à 18 degrés pour le nord, de 19 à 20 degrés pour l'Aquitaine, de 21 à 26 degrés pour la Méditerranée. Côté UV, côté UV, effectivement, le UV va baisser dans le nord avec la température, le temps qui va faire. On retrouvera un UV entre 5 et 6 sur 10. Sur l'Aquitaine, on retrouvera un tout petit 4 côté des Pays Basques, jusqu'à 6 en remontant vers la Vendée. Et sur la Méditerranée, ça sera toute la journée compris jusqu'à 8 sur 10. Donc, pensez à vous mettre de la crème solaire en Méditerranée. Voilà pour demain, pour la météo des plages Fred. Et merci donc effectivement pour la météo des plages. Alors on va se repasser le jingle. Et donc après un faux départ, revoici l'actu insolite. Ça vaut un carton jaune en athlétisme. Alors, l'actu Allez, insolite. oui, donc on va partir en Australie donc, pour cette première actu insolite. Hein, puisqu'un koala s'invite dans une pharmacie. Pendant une dizaine de minutes, vendredi, le petit animal a fait le tour d'une pharmacie en Australie, sous le regard des clients et des gérants plutôt amusés. Il n'est pas rare, bien entendu, d'apercevoir des koalas en Australie. Il est peut-être plus inhabituel d'en voir dans dans une entrée, d'une pharmacie. Cette scène des clients et des gérants d'une officine près de Melbourne ont pu l'immortaliser vendredi dernier. Elle a aussi été enregistrée grâce à la caméra de surveillance. Pendant près d'une dizaine de minutes, un koala a visité donc tranquillement les lieux. Il a réussi à s'introduire dans cette pharmacie suite au déclenchement de la porte automatique d'entrée. Un des pharmaciens a alors contacté un vétérinaire pour savoir quelle attitude adopter. Le bilan, il est ressorti et il a retrouvé un peu plus loin un arbre où ces animaux passent la majorité de leur vie. Une histoire qui se termine plutôt bien pour ce koala. Eh ben merci pour cette actualité très insolite. On va parler d'une actualité insolite et en même temps high-tech si on veut, mais c'est plutôt insolite. Combien de temps, d'après toi, un Hans Spiner tournant peut durer? Le retour, je crois que c'est 23 minutes, il me semble. Tour seul, hein, donc sans le toucher, hein, je vous rappelle. Oui, 23 minutes, hein, il me semble que c'est ça. Eh ben, pourtant, le record, le Hans Spiner qui tourne durant 12 minutes,
C'est un nouveau donc handspinner, hein, une rotation extrême. Le handspinner de luxe japonais élève le niveau de compétition et prouve surtout la qualité du roulement à billes, hein, de la maison NSK, qui a battu le record donc effectivement de 12 minutes. Ah, quand même. Et oui, donc le record effectivement donc conforme et tout. Et ceux qui dans les toiles, les Saturn Spinner sont testés 1 à 1 et ceux qui ne franchissent pas la barre des 12 minutes sont démontés. Donc au minimum, hein, il dure 12 minutes. Parfois donc on est arrivé à 13 minutes et 35 secondes, ça c'est le record en fait. Sans le relancer, on rappelle, hein, parce que certains sont petits malins, et puis si vous avez certains handspinners, si vous les faites tourner, c'est un peu comme cette boule qui était à l'intérieur, qui faisait une sorte de dynamo, on peut la faire repartir facilement. Donc un handspinner c'est un peu pareil, s'il est bien foutu, en le bougeant un petit peu, on peut faire repartir le mécanisme pour gagner quelques minutes et tout ça. Mais c'est pas 23 minutes, effectivement, c'est 13 minutes 35 secondes, effectivement, donc sans le toucher, bien entendu, hein, on rappelle, sans trucage. Voilà donc pour l'actualité insolite. Est-ce que toi tu as une actualité insolite avant de passer à la vraie actualité? Oui. Donc, une activité insolite, plutôt insolite, encore une fois. Ça serait plutôt ton domaine, hein. C'est étonnant que tu ne l'aies pas trouvé, celle-là d'ailleurs. Parce que bon, on va partir pas très loin de chez moi. Dans le Cantal, ils volent un distributeur de préservatifs. Un vol un peu banal a eu lieu à Saint-Flour, dans le Cantal. Un distributeur de préservatifs a été volé dans la nuit de dimanche à lundi, devant une pharmacie située place de la Halle. Le délit a été découvert par les propriétaires de la pharmacie mardi matin, alertés par les tenanciers du bar qui se situaient à côté de leur officine. Voilà nos confrères de France Bleu. Ce sont certainement des gens qui étaient peut-être très pressés. On y avait une urgence, s'amuse là l'une des pharmaciennes. Voilà pour la petite histoire. Eh ben, merci pour ces détails. Et puis, effectivement, on passe juste le petit jingle très court et on se retrouve pour l'actu high-tech tout de suite. Actu high-tech, alors je vais commencer. On va dire l'iPhone 8 s'adapterait au regard de l'utilisateur. En effet, le système de reconnaissance faciale devrait permettre de rendre les notifications silencieuses s'il repère le regard de l'utilisateur. Le code source du système d'exploitation de l'enceinte connectée HomePod, qu'Apple a fait fruiter par erreur à la fin juillet, continue de livrer de nouveaux détails concernant le prochain iPhone 8. On savait déjà que l'appareil dont le design tend à se confirmer d'après les dernières fuites devrait donc être doté sur la face avant d'un système de reconnaissance faciale 3D. Celui-ci est même censé remplacer le capteur d'empreinte digitale Touch ID. Grâce au développeur Guillermo Rambo, qui continue l'inspection du firmware, on apprend également aujourd'hui que le système serait capable de couper automatiquement le son des notifications lorsqu'il détecte que l'utilisateur regarde l'appareil, a-t-il révélé sur Twitter. Cela permettrait au téléphone portable d'éviter de faire du bruit inutilement. Le capteur du smartphone permettrait au système de reconnaissance faciale de fonctionner aussi lorsque le smartphone est posé à plat sur une table par exemple. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir pour le iPhone. Et toi, Pierre? Et ben moi, de mon côté, on va parler des mots de passe. Hein. Donc, il avait donné des conseils pour des mots de passe efficaces et le regrette. En 2003, Bill Burr avait suggéré de mettre au point des mots de passe complexes, mais ce conseil a été mal interprété. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Bill Burr en a fait l'expérience, car il estime qu'en voulant aider des individus à utiliser des mots de passe difficilement piratables, il a contribué à populariser des formules moins sécurisées qu'il n'y paraît. C'est pour schématiser ce qu'il explique au Wall Street Journal. En 2003, cet ex-responsable du National Institute of Standards and Technology, et NIST pour l'abréviation, aujourd'hui âgé de 72 ans, suggérait dans un document de 8 pages publié la simplicité et de recourir à des mots de passe complexes avec des majuscules, des chiffres et des caractères spéciaux. Et les gens deviennent dingues avec même règles et finissent quand même par choisir des mots de passe faciles à déchiffrer, déplore Bill Burr.
Modifier son mot de passe régulièrement est une fausse bonne idée. Explication. Pour mieux mémoriser des codes a priori complexes, beaucoup ont opté pour des techniques consistant à commencer par une majuscule et à finir par un chiffre. Exemple de mot de passe, alors on peut voir mot de p sse 123. Donc ce genre de mot de passe apparemment ne serait pas si sécurisé que ça. Et donc il serait plus vulnérable que l'on pense. Car il ne faut pas sous-estimer les capacités des algorithmes et logiciels à trouver les bonnes combinaisons. Par ailleurs, le fait de changer régulièrement de mot de passe serait une fausse bonne idée, donc, selon Wilbur, car le plus souvent, certains se contentent de modifier légèrement le mot de passe précédent, toujours dans un souci de ne pas se mélanger les pinceaux. Comment s'en est-il sorti alors? Le NST, dans un texte publié en juin, recommande d'opter pour une phrase au sens absurde qui ne parlera qu'à l'utilisateur du mot de passe. Si vous manquez d'idées, pensez à regarder le célèbre jeu d'Olivier, de KDO, je ne sais pas si tu connais Fred KDO, Kblox. Oui, oui, tout à fait. Et donc voilà, donc pour trouver des mots de passe, pourquoi s'inspirer de ce jeu? Voilà. Rien ne sert d'avoir des mots de passe compliqués. Eh ben non, effectivement, donc merci à toi donc Pierre pour ces détails. On va refermer cette émission ce soir avec nos partenaires qui sont comme d'habitude laterredufutur.com qui est un forum et un site météo sur le climat, la géologie et la météorologie de notre chère planète. Une équipe sympathique vous aidera à faire vos premiers pas dans le monde du climat et de la météo. On continue avec Québec Stormwatch, même site et forum, plus pour l'Amérique du Nord et le Canada. Rien ne vous empêche de vous y inscrire. Météo en France vous propose des prévisions météo ainsi qu'une carte interactive de toutes les stations de mesure. Nous avons également charisma-boutique.com qui est un site sur la lingerie féminine de mode, mais également sur les accessoires érotiques. Si vous voulez mettre du piment dans votre vie, foncez sur charisma-boutique.com. Et on termine par Passion Nature et Terre en Colère qui vous propose, lui, un site 2 en 1 sur la météo, mais en même temps sur la photographie de phénomènes naturels, de nature ou bien encore de beauté animale. Voilà. Tout de suite, dans quelques instants, d'ici 5 minutes exactement, si vous avez reçu le reminder, vous avez rendez-vous avec le Top in Découverte, le meilleur classement des artistes indépendants sur Radio SH à 21h15. On se quitte avec Trevor Rabin pour un court instant et ensuite c'est le Top 1 des Découvertes qui prendra le relais. Merci à toi Pierre d'avoir participé à cette émission. On se retrouve demain à 20h30. Bonne soirée à tous.